Ce podcast vous est proposé par Philippe Massol. Bienvenue dans cette exploration. Aujourd'hui, on se penche sur une question assez fondamentale, je crois. Comment on mesure vraiment la performance d'une entreprise? Au-delà des simples chiffres financiers. Comment on sait si on avance vraiment dans la bonne direction, stratégiquement parlant? C'est une question essentielle, oui. On a trop souvent tendance, en fait, à se focaliser sur le résultat financier. Mais ça, ce n'est qu'une conséquence, finalement. D'accord. L'idée, c'est plutôt d'adopter une vision plus complète. Un genre de tableau de bord, si vous voulez, mais équilibré. Équilibré. C'est-à-dire? Qui intègre pas seulement les finances, mais aussi les clients, les rouages internes de l'entreprise, et même, et c'est crucial, le capital humain. Ah oui. La formation, la motivation des équipes, c'est tout ce panorama, en fait, qui permet un pilotage vraiment fin de la stratégie. D'accord. Bon. Alors, entrons dans le vif du sujet. Choisir ces fameux indicateurs. Ça peut paraître un peu fufu. Complexe, non? J'imagine vite une usine à gaz, des tableaux Excel partout. Comment on évite de tomber là-dedans, Sam? Vous mettez le doigt sur un point sensible. L'objectif, c'est pas du tout la quantité, c'est la pertinence. Ok. Trop d'indicateurs, ça noie l'information, ça coûte cher à suivre. En fait, moins, c'est souvent mieux. Moins, mais mieux, exactement. L'indicateur, ça doit être une sorte de boussole, quelque chose de clair pour chaque équipe. Et pour ça, on utilise souvent un moyen mnémotechnique, l'acronyme SMART. Ah oui, SMART. J'en ai entendu parler. Spécifique, mesurable. Bon, ça sonne bien, mais concrètement. Prenons mesurable. Oui. Est-ce que ça ne nous pousse pas un peu à choisir des trucs faciles à compter, mais peut-être pas les plus importants pour la stratégie de fond alors? C'est un vrai risque, tout en fait, c'est un écueil classique. Il faut qu'on puisse évaluer le résultat, c'est sûr, mais attention à la facilité. Mhm. Par exemple, mesurer la consommation électrique pour juger si un magasin est bien éclairé et donc attractif, c'est pas très fiable, Ah oui, pourquoi? parce que trop de facteurs externes jouent. La région, le type d'ampoule, la météo même. Donc, il faut toujours se demander, est-ce que cette mesure nous rapproche vraiment de notre objectif stratégique? C'est ça la clé. La mesure doit servir la finalité, pas l'inverse. D'accord, c'est clair. Et les autres lettres de SMART, juste pour être sûr qu'on est bien calé? Très rapidement, S, c'est pour spécifique et simple. L'indicateur doit être lié au poste de travail, la personne doit pouvoir l'influencer. Logique. Mesurable, on vient d'en parler. A, c'est pour ambitieux et accepté. Il faut que ça représente un challenge, mais que l'objectif soit compris, accepté par la personne. C'est comme un pacte moral, en quelque sorte. À pacte moral, oui. R, pour réaliste. Atteignable, quoi. Un objectif qui semble impossible, c'est terrible. Ça démotive. Oui, on abandonne avant même de commencer. Exactement. Ou pire, ça pousse à tricher, à contourner les règles. On a vu des cas où des objectifs de coût trop agressifs ont fait sacrifier la qualité, par exemple, catastrophique à long terme. Je vois. Et le dernier, T? Et T pour temporellement défini. Il faut une échéance claire, une fréquence. Par exemple, augmenter les abonnés Twitter de 200 par mois. Voilà. Ok, très clair ce filtre SMART, donc ça nous aide à choisir. Mais comment on structure cette fameuse vision à 360 degrés dont on parlait au début? Par où on commence, concrètement? Alors, pour structurer ça, on peut s'organiser autour de 4 grandes perspectives. Elles sont interdépendantes. Ça ressemble un peu à ce qu'on appelle parfois le Balanced Scorecard, le tableau de bord prospectif. D'accord. Et on pourrait commencer par la base, par l'humain, la perspective formation et motivation. Le capital humain. C'est ça. Qu'est-ce qu'on mesure là? Eh bien, le taux de rétention du personnel, l'inverse du turnover, quoi. La productivité aussi, mais attention. Attention. Oui, attention à comment on la mesure. Est-ce qu'on compte les heures passées ou est-ce qu'on regarde les résultats obtenus? Ça dépend beaucoup de la culture de l'entreprise. Bonne remarque. Quoi d'autre dans cette catégorie? On peut regarder les investissements en formation, bien sûr, le nombre d'heures, le climat social, via des enquêtes. Ce sont des éléments de plus en plus regardés d'ailleurs, même par l'extérieur. La performance sociale, ça compte. D'accord. L'humain d'abord. Et ensuite, quelle perspective? Ensuite, on se tourne vers les processus internes. Comment l'entreprise fonctionne au jour le jour. Là, on parle de qualité, de délai de livraison, de coûts de production, de sécurité au travail, de capacité de production. Le cœur de la machine, en quelque sorte. Exactement. Mais l'important ici, c'est pas juste d'optimiser pour optimiser. Il faut se concentrer sur les processus qui créent un avantage compétitif durable. C'est-à-dire? Un exemple? Si par exemple, sur votre marché, la vitesse d'innovation est la clé du succès, alors l'indicateur stratégique, ça pourrait être le time to market. Le temps de mise sur le marché. Voilà. Le temps qu'il faut pour lancer un nouveau produit.
Si au contraire c'est la fiabilité qui prime, alors on va plutôt suivre de près le taux de produit sans défaut. Ça dépend vraiment de la stratégie. Logique, en effet, on optimise ce qui fait vraiment la différence pour être meilleur que les concurrents. Et la perspective suivante. Après l'humain et les processus, Alors, naturellement, on arrive à la perspective client, surtout sur les marchés où il y a beaucoup de concurrence. Là, la satisfaction client, c'est le nerf de la guerre. indispensable. Donc, les indicateurs doivent refléter ce qui est important pour le client. Ça peut être la part de marché, bien sûr, le taux de satisfaction qu'on mesure souvent par les enquêtes, la fidélité aussi. La fidélité, comment on mesure ça? Qu'on regarde le taux de fidélité, c'est-à-dire combien de clients restent d'une période à l'autre, ou à l'inverse, le taux d'attrition, combien de clients on a perdu. Ah oui, le churn. C'est ça. On peut aussi mesurer l'acquisition de nouveaux clients, mais en étant précis. Est-ce qu'on les acquiert bien dans la cible qu'on visait, ou encore la notoriété de la marque? Processus, client, on a fait le tour des 3 premières, j'imagine que la dernière perspective, elle vient boucler la boucle. Exactement. Tout ça, des employés mieux formés, donc plus productifs, des processus internes plus efficaces, des clients plus satisfaits, fidèles, tout ça doit logiquement, normalement, se traduire quelque part. Sur le plan financier, j'imagine. Précisément. C'est là qu'intervient la 4e et dernière perspective, la finance. C'est souvent celle qu'on regarde le plus, parfois même la seule. Malheureusement. Oui, mais il faut vraiment la voir comme l'aboutissement, la conséquence des 3 autres. C'est pas le point de départ. Et quels indicateurs on y trouve? Classiquement. Oh, les grands classiques. Le retour sur investissement, le fameux ROI, Return on Equity, la croissance du chiffre d'affaires, qu'on peut décliner par produit, par région, la maîtrise des coûts, bien sûr, le coût unitaire de production, ou encore la gestion de la trésorerie au quotidien. Le besoin en fonds de roulement. Exactement, le BFR. Gérer les délais de paiement des clients, négocier ceux des fournisseurs, c'est vital pour beaucoup d'entreprises. Ce qui est vraiment intéressant, c'est cette idée de lien, de chaîne de cause à effet entre ces 4 perspectives que vous évoquez. Comment on matérialise ça concrètement? Comment on s'assure que ça fonctionne ensemble? Alors, pour formaliser ça, on utilise souvent une matrice assez simple en fait. Pour chaque perspective, on définit l'objectif stratégique, l'indicateur SMART, on l'a dit, la cible chiffrée à atteindre et surtout l'initiative, c'est-à-dire l'action concrète qu'on va mener. D'accord. Objectif, indicateur, cible, initiative? C'est ça. Mais le vrai pouvoir de la démarche, il vient de la façon dont on lit les objectifs entre les différentes perspectives. C'est ça la chaîne de cause à effet. Vous auriez un exemple pour illustrer? Bien sûr. Imaginons initiative dans la perspective formation. On forme les commerciaux à un nouvel outil de prospection, peut-être avec de la géolocalisation. Ok. Effet 1, dans la perspective processus interne, grâce à l'outil, ils optimisent leur tournée, ils perdent moins de temps sur la route. Logique. Effet 2, conséquence directe dans la perspective finance. Les frais de déplacement diminuent. Mhm. Et effet 3, peut-être le plus important, dans la perspective client, comme ils gagnent du temps, ils sont plus réactifs face aux demandes des prospects, l'expérience client s'améliore. Ah oui, je vois bien l'enchaînement. C'est ce lien logique entre les actions et les résultats attendus sur toutes les dimensions qui donne sa force à l'approche. Exactement. Ça a l'air vraiment puissant comme outil de pilotage. Mais j'imagine que ça ne s'improvise pas, hein. Ça doit prendre du temps à mettre en place. Ah non, clairement pas. C'est un vrai projet d'entreprise. Il faut compter typiquement entre 4 et 6 mois pour une mise en place sérieuse. Quand même. Oui, et surtout, ça demande une implication forte à tous les niveaux. Il faut désigner un responsable, un pilote du projet, constituer une équipe transverse avec des gens de différents services, bien définir ou redéfinir la stratégie en amont, c'est la base. Et l'implication des équipes sur le terrain? C'est absolument clé. Il faut consulter, impliquer les équipes opérationnelles. C'est avec elles qu'on va choisir les indicateurs les plus pertinents pour leur travail. Et c'est avec elles qu'on va valider ces fameux liens de cause à effet. L'acceptation du système, et donc son succès, passe par cette co-construction. On ne peut pas imposer ça d'en haut. Donc, si on devait résumer tout ça, mesurer la performance, au fond, c'est pas juste sortir la calculette et regarder le compte de résultat à la fin du trimestre. Non, pas seulement. C'est plutôt construire une vision cohérente, à 360 degrés, et surtout partagée par tout le monde, de ce qui crée vraiment de la valeur dans l'entreprise. C'est tout à fait ça. En utilisant des indicateurs intelligents, smart, qui parlent à chacun et qui montrent comment les efforts des uns contribuent au succès des autres et au résultat final. Exactement. Et au fond, ça ouvre une réflexion assez intéressante pour chacun, je trouve. Laquelle? Si on appliquait vraiment
rigoureusement cette approche structurée à sa propre activité, à sa propre organisation? Quelle force insoupçonnée est-ce qu'on pouvait découvrir? Ou au contraire, quelle faiblesse un peu cachée et quel point faible pourrait remonter à la surface? Où se situent nos vrais leviers de performance finalement? C'est une excellente question pour terminer. Ça donne à réfléchir sur nos propres angles morts. Une question qui mérite sans doute d'être creusée. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui souhaitent justement approfondir ces aspects de stratégie ou peut-être affûter leurs compétences commerciales en lien avec ces objectifs, n'hésitez pas à échanger avec Philippe Massol. Il est très présent et actif sur LinkedIn et ses analyses sont souvent très éclairantes sur ces sujets.